Salut à tous et bienvenue sur Inspiration Podcast. Aujourd'hui, on fait quelque chose d'un petit peu différent. On va pas parler de livres, pas d'auteur à vous présenter. C'est plutôt un retour d'expérience, mon retour d'expérience à moi, sur un sujet dont tout le monde parle en ce moment, que personne ne comprend vraiment à 100%, je pense, mais que beaucoup utilisent tous les jours. Ce sujet, vous le savez, il est dans le titre, c'est l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on va pas parler d'écologie, de performance, de géopolitique autour de l'IA. On va vraiment parler uniquement de son application au jour le jour et de l'expérience que j'en ai. Je suis pas là pour vous faire un pitch commercial ni pour vous dire que l'IA va révolutionner votre vie en 10 minutes. Je suis là pour vous partager ce que j'ai testé, ce qui marche vraiment, ce qui m'a bluffé et ce que j'aurais aimé savoir pour bien démarrer. Parce que pendant longtemps, j'ai utilisé l'intelligence artificielle comme tout le monde, en faisant des prompts, en restant en surface de ce qu'on pouvait faire, en utilisant des IA génériques qui répondent facilement à tous, mais qui ne sont pas spécialisés. J'utilise énormément l'IA puisque je travaille en informatique et on est très exposé, mais aussi et surtout parce que je travaille sur un ordinateur toute la journée, que je suis très curieux. Et donc pendant longtemps, j'avais un abonnement ChatGPT. J'avais des résultats plutôt corrects, mais j'étais toujours un peu frustré. Ça faisait jamais exactement ce que moi je voulais. Mais en même temps, tout le monde disait que l'IA c'était incroyable, et moi j'avais un peu de mal à y croire vraiment. Et puis, il y a eu un déclic. Quelque chose a changé. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Inspiration. Commençons cet épisode en posant un contexte. L'intelligence artificielle a été lancée au grand public en 2022 avec ChatGPT, et depuis, le monde du travail a vécu une transformation sans précédent. En France, seulement 31% des PME françaises utilisent déjà l'IA générative, même si ce chiffre a doublé en un an. Et dans les grandes entreprises, on a déjà dépassé les 50%. À côté de ça, en 2024 et 2025, le secteur technologique mondial a enregistré plus de 150 000 suppressions de postes, selon le site indépendant layoff.fyi. Sur plus de 500 entreprises, Amazon, Google, Microsoft, Intel, Meta, personne n'est épargné. Alors oui, il y a un petit peu de peur parce que votre métier va sûrement évoluer, parce que d'autres personnes qui utilisent déjà l'IA sont peut-être plus productives que vous, parce que les entreprises vont devoir se hisser aux nouvelles normes de travail qui se répandent progressivement. Et c'est pour ça que dans cet épisode, je voulais vous partager mon retour. Parce que si demain, ce que je vous partage vous permet de passer une étape, de gagner du temps, d'améliorer la qualité de votre travail ou de débloquer ce projet sur le côté que vous aviez envie de lancer depuis longtemps, alors j'aurais vu juste et vous aurez bien fait d'avoir écouté l'épisode. Je vais vous montrer concrètement les étapes de mon parcours avec l'IA, en commençant par mon point de départ. La petite mise en contexte sur moi, c'est que je travaille dans la tech, dans une boîte qui développe des applications web et mobiles. Je développe pas, je suis chef de projet et je collabore avec des développeurs. Je rédige beaucoup de documentation, des spécifications, des formations. Enfin, je suis censé en rédiger, mais j'ai pas toujours le temps de le faire. Très rapidement, quand l'IA est sortie, j'ai eu des bases en ce qu'on appelle le prompt engineering. La méthode classique, au lieu de demander à ChatGPT un truc comme si vous parliez à un pote, vous promptez de manière efficace, vous donnez un rôle à l'IA, tu es un expert en nanana, vous décrivez l'objectif et vous donnez le contexte. Et c'est un prompt qui est structuré, et normalement le résultat est plus intéressant que si vous lui parliez comme à un pote. Mais seulement voilà, même si j'ai commencé à utiliser tôt l'IA, j'avais toujours un résultat plutôt correct, mais jamais bluffant. L'intelligence artificielle faisait des trucs sympas, mais souvent un peu à côté de ce que je voulais vraiment. Pendant un moment, on a même fait travailler des stagiaires sur l'automatisation de nos processus internes pour créer des GPT personnalisés, par exemple, qui devaient être calibrés pour retoucher des Excel spécifiques, automatiser nos tâches répétitives, automatiser des livrables avec exactement le format attendu et les standards de qualité qu'on avait. C'était laborieux, et même si les résultats étaient prometteurs, ils n'étaient pas exactement au rendez-vous. Et le déclic, il est arrivé il y a quelques mois, je dirais en décembre 2025, quand j'ai commencé à regarder des webinaires sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Pas juste l'IA pour le développement, mais comment dans les entreprises on peut gagner en productivité en tant que travailleur de manière générale, pas juste développeur. Et c'est un webinaire de Mister IA qui m'a apporté énormément de réponses. Pour ceux qui ne connaissent pas, Mister IA, c'est la newsletter et la communauté créée par Vincent Pavanello, qui est une des références françaises sur l'IA en entreprise.
et qui a vraiment surfé sur la vague de l'IA et maintenant, il forme des cadres et des équipes à utiliser l'intelligence artificielle de manière concrète et pratique avec une approche orientée usage professionnel. Et dans ce webinaire sur la productivité, il y avait plusieurs choses que j'ai découvertes. Le speech to text pour prompter, donc pouvoir parler au lieu de taper au clavier. Ce qui fait que plutôt que de saisir au clavier vos instructions à l'intelligence artificielle, vous parlez, vous dictez. Ce qui est super intelligent en fait, parce qu'à l'oral, on va plus vite. À l'oral, on est naturellement plus précis, plus bavard, plus contextuel. On dit des choses qu'on n'écrirait jamais parce que ça nous semblerait trop long à taper. Résultat, des prompts plus complets qui font gagner du temps et donc de meilleurs résultats. Dans ce webinaire, on parlait aussi énormément de Claude, donc les artefacts, les skills, le MCP. La présentation elle-même avait été faite sur Claude et c'est là où j'ai vraiment découvert l'outil. J'en avais entendu parler rapidement, j'utilisais ChatGPT, j'avais testé Gemini, j'avais testé beaucoup d'outils et là, je me suis rendu compte que pour la bureautique, Claude pouvait être vraiment intéressant et pertinent. Ce qui était fort, c'est que Claude a cette capacité à créer des fichiers, des documents, des interfaces directement dans la conversation. C'est pas juste du texte dans le chat, c'est un vrai livrable, un truc que vous pouvez exporter, un document Word, un tableau Excel, une présentation, en une seule conversation. Et Claude s'est spécialisé dans l'édition de documents Word, de PowerPoint, et il y a même une extension maintenant sur Excel. Sans s'être fait racheter par Microsoft, sans partenariat direct, Claude a ciblé pile les outils bureautiques qui sont ultra utilisés pour être vraiment pertinents. Et là où j'ai l'impression que les choses se sont bien faites, c'est que c'est exactement à cette période-là, où j'ai découvert Claude, que les modèles ont commencé à être vraiment pertinents et à franchir un cap. Honnêtement, ça fait quelques mois que j'ai l'impression d'avoir trouvé la bonne vague. Pour ceux qui ont la référence, pour ceux qui l'ont pas, c'est dans l'épisode Qui a bougé mon fromage. Parce que tout le monde nous rabâche qu'il faut prendre la vague IA, que c'est déjà trop tard pour ceux qui n'ont pas commencé. Mais je suis pas d'accord entièrement. Je pense honnêtement que ceux qui ont commencé plus tôt seront en effet plus à l'aise, mais je comprends aussi ceux qui n'y trouvaient aucun intérêt initialement parce que si on teste les anciens modèles, on se rend vite compte qu'ils n'étaient vraiment pas pertinents. Il y a eu une phase d'engouement au début parce que c'était quand même magique de poser des questions dans un chat et d'avoir des réponses cohérentes la plupart du temps, mais pour arriver à sortir quelque chose de propre, de fonctionnel, de professionnel, d'utilisable, c'était beaucoup plus compliqué. Et puis, les modèles ont progressé. On a fait des bons. Et de bons en bons, on est arrivé à des modèles qui sont enfin devenus pertinents. C'est l'occasion, je trouve, de replonger dans le sujet et de voir ce qu'on peut y gagner. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment commencé à creuser et à exploiter pleinement le potentiel de l'IA. Et dans ces gros changements, je veux aussi vous parler de pourquoi je suis passé à Claude. D'abord, je me suis rendu compte que l'outil est beaucoup plus adapté à la bureautique que ChatGPT. Pour vous faire une comparaison, ChatGPT, c'est un peu le mec avec qui vous discutez sur plein de sujets. Et c'est ça qui était révolutionnaire quand c'est sorti. On avait pour la première fois une discussion avec une IA qui pouvait nous donner des informations, etc. Mais Claude, lui, il est au-dessus parce qu'il a ce côté « je sais ce qu'on attend de moi ». Claude, il est là pour passer à l'action et vous sortir un livrable exploitable, orienté travail, orienté business. Il n'est pas là pour déconner. Et c'est aussi pour ça qu'il est impressionnant. C'est parce que ChatGPT a besoin de contexte, de connaître votre entreprise, que vous lui fassiez un prompt d'une page pour vous sortir quelque chose de cohérent. Claude, lui, il va spontanément vous poser des questions pour s'assurer que votre réponse soit calibrée et il vous sort un truc incroyable alors qu'il ne connaît presque rien de vous. Ensuite, comme je vous l'ai dit, il y a une période en décembre 2025 où les modèles d'IA, et notamment Claude, ont fait un énorme bond en avant, notamment pour tout ce qui est création et édition de fichiers PDF, Excel, Word, etc. On a vu très vite la différence sur des tâches où il y avait une vraie barrière initialement, une impossibilité concrète à faire ce qu'on leur demandait, et là, l'IA a réussi à le faire. Le cap a été franchi. J'ai choisi Claude parce qu'il a une manière de rédiger plus professionnelle, plus fluide, plus synthétique. Il comprend plus vite le contexte et on est moins obligé de l'enrichir au maximum pour qu'il sorte quelque chose de pertinent. Parfois, on a même l'impression qu'il a des vraies compétences d'employé de bureau. Quand je lui demande de rédiger de la documentation technique, j'ai moins besoin de retoucher. Quand je lui donne un document, des user stories, donc des tickets pour les développeurs, il est tout de suite à la page, tout de suite dans le sujet. Ça, c'est un détail qui fait une vraie différence au quotidien. On va aussi parler des skills, parce que c'est là que Claude était en avance sur tout le monde. Les skills, ce sont comme des instructions permanentes que vous donnez à l'outil, des compétences tout simplement, mais imaginez que vous ayez un collaborateur qui, à chaque fois que vous lui demandez quelque chose,
a déjà en tête votre façon de travailler, votre style et vos préférences pour une tâche donnée. C'est ça les skills. Vous les configurez une fois et Claude les applique automatiquement à chaque conversation. C'est une notion très répandue en IA, mais Claude a vraiment été le premier à les proposer pour la bureautique, donc directement dans l'application, dans les chats, etc. Alors que les autres intelligences artificielles, les autres modèles IA l'intègrent plutôt pour le code dans des fichiers de configuration, etc. Donc par exemple, quand vous dites je dois répondre à un email à mon client, il sait qu'il peut appeler le skill réponse mail client, il va vous voyer votre client ou il va vous demander si vous tutoyez ou vous voyez, il va adopter une posture professionnelle parce que vous l'aurez définie, il va utiliser des notions relatives à votre activité ou votre boîte spécifiquement, il va appliquer la structure de mail, la signature, et il va vous rédiger un mail. Franchement, c'est bluffant. Nous, on fait la même chose pour rédiger des user stories, donc comme je disais, les tickets pour les développeurs. Et Claude, il sait déjà comment moi je rédige les user stories. J'ai écrit le skill avec lui et donc il sait ce que je veux exactement, les sections, les critères d'acceptation, etc. Bon, je vous passe le jargon technique, mais projetez-vous. Imaginez toutes les tâches répétitives que vous faites au travail et posez-vous la question, qu'est-ce que vous pourriez déléguer comme ça à Claude? Des mails qui sont toujours les mêmes, des rapports, des briefs, des comptes rendus de réunion. Là où les skills sont vraiment intéressants, c'est que vous allez pouvoir rendre l'IA la plus déterministe possible sur le format ou la qualité de votre sortie. En plus de ça, vous pouvez exporter et partager les skills avec les membres de votre équipe ou de votre boîte. C'est-à-dire que si quelqu'un est hyper fort pour rédiger des mails, faire de la doc, structurer un rapport, etc., il peut créer un skill et automatiser ses compétences pour ensuite les partager. Et là où c'est encore plus fort, c'est de pouvoir rendre cette intelligence artificielle, ce modèle, cet outil connecté. Parce que oui, vous pouvez aussi donner plus de clés à l'IA via les MCP, qui sont probablement le truc le plus intéressant dont on va parler aujourd'hui. MCP, ça veut dire modèle, contexte, protocole. Moi, je vais les appeler les connecteurs parce que c'est exactement ce que c'est. C'est une façon de connecter l'IA à vos outils du quotidien. Normalement, une IA est dans sa bulle. Vous lui parlez dans un chat, elle vous répond dans un chat, elle chope éventuellement des infos sur Internet et c'est tout. Avec les MCP, vous pouvez lui donner accès à des outils réels. Elle peut lire votre notion ou même écrire dedans. Elle peut comprendre votre Figma, écrire dans votre Figma. Elle peut créer des tickets directement dans Azure DevOps, qui est un outil de ticketing qu'on utilise, donc qui est un peu comme Trello. Et pour vulgariser, imaginez un assistant qui est vraiment intelligent, mais qui jusqu'ici était enfermé dans une pièce avec juste son téléphone pour communiquer. Il peut vous conseiller, vous répondre, mais il peut rien faire dans le monde autour de lui. Les MCP, les connecteurs, c'est comme lui donner les clés du bureau. Maintenant, il peut aller chercher les dossiers, créer des documents, interagir avec vos outils, et ça change tout. Au lieu de devoir coller votre page Notion à chaque fois pour qu'il ait le contexte, vous lui dites va regarder dans mon Notion. Il va aller sélectionner les documents qui sont pertinents pour lui et faire abstraction des choses qui ne l'intéressent pas. Il peut faire une recherche, il peut agréger 15 notes de réunion, il peut récupérer vraiment tout le contexte dont il a besoin. Vous avez beaucoup moins de travail de préparation à faire pour lui. Et c'est dans les deux sens. Il peut chercher des informations, mais il peut aussi écrire. Personnellement, je ne l'utilise pas trop pour la partie écriture dans certains outils parce que je préfère garder un travail de contrôle avant. Les MCP, ça permet aussi à Claude de se connecter à votre navigateur, de prendre des captures d'écran. On en parlera dans les cas d'usage, mais vous verrez que ça peut servir et c'est très puissant. Et au-delà des connecteurs, plein d'autres outils sortent tout le temps. Cloud Cowork, notamment, qui se connecte directement au fichier de votre ordinateur, par exemple. Encore une fois, attention parce que c'est dangereux, il y a des risques, mais c'est un énorme pas en avant dans l'autonomie qu'il peut avoir. Voilà, je vous ai présenté les petites spécificités et je précise, je ne suis pas sponsorisé par Claude, c'est juste l'outil qui a fait la différence pour moi en ce moment. Mais ce qui compte, ce sont les concepts. Les MCP, les skills, ce sont des choses standardisées qui seront réutilisables avec n'importe quelle IA. Donc comprenez les concepts pour pouvoir les appliquer et ensuite choisissez l'intelligence artificielle, le modèle qui vous convient le mieux. Parlons maintenant plutôt des cas d'usage et comment utiliser ces concepts que je vous ai présentés avec l'intelligence artificielle. Le premier cas, franchement, c'est un peu mon coup de cœur, c'est le fait que j'ai été capable de sortir un document de formation en 1h30 de travail à tout casser. Un document avec capture d'écran qui documente une application mobile et web. Au final, donc 28 pages
que j'aurais peut-être mis 3 ou 4 jours à écrire et que j'aurais probablement jamais écrit parce que si ça me prenait autant de temps, je l'aurais jamais fait. Le contexte, c'est qu'un de mes clients me demandait un document de formation pour prendre en main l'outil qu'on avait développé. Une application web et une application mobile, donc un gros périmètre. Et c'est quelque chose qu'on ne faisait pas par défaut. Souvent, c'était au client de s'en occuper. J'avais déjà essayé, mais j'avais pas le temps dans le projet de le faire. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé Cloud Code. J'aurais aussi pu le faire dans Cloud Desktop, mais j'ai créé un dossier où j'ai dupliqué les documents que j'avais, le cahier des charges, le chiffrage du projet, où on avait noté toutes les fonctionnalités. J'ai lancé Claude en lui demandant de se connecter à mon Google Chrome, qui était ouvert, via le MCP, donc le connecteur Chrome DevTools. Je me suis connecté sur l'application en bêta et je lui ai demandé de parcourir l'application et de me faire la documentation en étant autonome. Ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il est allé chercher dans le cahier des charges pour retrouver chaque fonctionnalité, chaque périmètre à parcourir et structurer lui-même le rapport. Et moi, je le voyais à l'écran, j'avais ma fenêtre Google ouverte, Claude juste à côté sur un autre écran. Je voyais Claude qui réfléchissait, qui disait OK, je passe à cette section. Et puis, sur le navigateur, il naviguait automatiquement. Moi, je ne touchais à rien, il prenait des captures d'écran directement sur Chrome et il les mettait dans le document. En 20 minutes, il a parcouru toute l'application, listé les fonctionnalités, comparé le cahier des charges à ce qu'il voyait sur Chrome pour trier le vrai du faux, et a fait la même chose pour l'application mobile à partir des maquettes que je lui ai données. En 20 minutes, Claude m'a sorti un document Word de 28 pages avec des captures d'écran, un sommaire, un texte rédigé, et moi, il ne me restait plus qu'à le relire. C'est pour ça que je vous dis 1h30 et pas juste 20 minutes, c'est qu'une fois qu'on vous génère 28 pages en 20 minutes, il reste du travail de relecture derrière. Et c'est le truc qui m'a moyennement fait plaisir, entre guillemets, mais en vrai, c'était quand même hyper cool. Parce que Claude, il a fait le squelette, il a proposé du contenu, il s'est trompé à certains endroits évidemment, mais ensuite, c'est moi qui repasse dessus avec ma vraie valeur ajoutée. Mon expertise métier, mon contexte, ma connaissance des personnes à qui la doc est destinée, ma connaissance du projet, j'ajuste, je vérifie, je supprime ce qui est inutile, je rajoute ce qui a été oublié. Et c'est un changement de posture qui m'a à la fois amusé et marqué. Parce que l'IA ne remplace pas ici mon expertise, elle me libère du travail de fond pour que je puisse vraiment exprimer cette expertise. Deuxième exemple qui s'inscrit dans la même logique, c'est la rédaction des tickets, les user stories, avec le MCP Azure DevOps. Dans mon travail, je dois rédiger des tickets, comme je l'ai dit, pour les développeurs. Le périmètre, les tâches à réaliser, je découpe en fait les tâches pour qu'on puisse les affiner ensemble, c'est-à-dire qu'on en discute, on regarde la faisabilité technique, on s'assure que rien n'a été oublié. Et d'habitude, je dois créer tous les tickets un par un sur Azure DevOps. J'ouvre le ticket, je remplis une description, je remplis les critères d'acceptation. Donc la fonctionnalité doit se comporter de telle manière sur cet écran, il faut tel filtre, tel ordre dans la liste, voici ce que contient chaque cellule, etc. C'est fastidieux. Et souvent, je reformule quelque chose que j'ai déjà rédigé dans le document de vente pour le client. C'est de la ressaisie, de la rédaction, de la relecture. Ce que j'ai fait avec Claude, c'est que je lui ai créé un skill, comme j'ai dit. Je lui ai expliqué, voici comment moi je rédige une user story, je veux une description, des critères d'acceptation, etc. En gros, une checklist avec un titre qui explique ce que la fonctionnalité doit faire, le périmètre du ticket, etc. Sur quel écran on travaille, sur lesquels on ne travaille pas, la description complète. Alors maintenant, je dis à Claude, en te basant sur le cahier des charges et le chiffrage, rédige-moi les tickets pour cette fonctionnalité, cette fonctionnalité, cette fonctionnalité, etc. Et avec le skill, il me les rédige. Ensuite, moi, je les relis, je les valide et je lui dis, OK, tu peux créer les tickets dans Azure. Et via le connecteur, via le MCP, au lieu que je passe mon temps à aller faire des copier-coller entre Claude, mon navigateur, copier-coller, remettre en forme, etc., lui, il va les créer directement dans mon outil de gestion de projet. Mes tickets, ils sont déjà au bon endroit, ils ont été créés et ils sont remplis petit à petit. Donc, ce qui me prenait, on va dire, 1h30 de rédaction soigneuse au moins une fois par semaine, là, ça me prend 30 minutes de relecture et de validation avec un niveau de qualité bien supérieur. Alors, si vous voulez appliquer ça de votre côté, c'est tout simple. Première chose, prenez ce que vous faites de manière répétitive et essayez d'en faire une checklist que vous pouvez donner à une IA. La deuxième chose, si vous utilisez des outils informatiques comme Trello, Notion, Asana, etc., que vous avez besoin de contexte, regardez si la connexion via un MCP serait pertinente. Et c'est surprenant à quel point presque tous les outils proposent maintenant un MCP. Avec une IA plus intelligente, plus connectée, vous avez vraiment la possibilité de bien cadrer les choses, au lieu d'avoir une IA juste générative, où le résultat n'est pas déterministe, où chaque mot est juste le plus probable d'après tout ce qui a été écrit avant, et vous arrivez à obtenir un résultat fiable parce que vous aurez bien cadré votre sujet. Voilà pour les exemples concrets. Maintenant, je voulais prendre un peu de recul
et vous partagez ce qui, selon moi, fait la vraie différence entre des résultats bluffants et des résultats un peu décevants avec l'intelligence artificielle. La première raison, c'est le contexte. L'IA, aussi puissante soit-elle, ne sait pas qui vous êtes. Elle ne sait pas pour qui vous travaillez, quel est votre style, ce que vous attendez exactement, ce que vous avez déjà fait, ce que vous voulez éviter, etc. Si vous lui demandez juste écris-moi un mail professionnel, vous obtiendrez un mail générique correct, mais impersonnel. Si vous lui donnez du contexte, qui vous êtes, à qui vous écrivez, quelle est votre relation avec le destinataire, l'enjeu, le ton, l'ambiance, tout ce que vous voulez, vous obtiendrez quelque chose d'utilisable directement. C'est ce qu'on appelle le context engineering, l'ingénierie du contexte. Plus le contexte est riche et précis, meilleur est le résultat. Et là, il y a un paradoxe fascinant. C'est que l'humain, il est meilleur que l'IA pour gérer le contexte. Les IA sont littéralement limitées en contexte. D'ailleurs, plus vous payez cher, plus le contexte autorisé est grand. Et en fait, l'intelligence artificielle génère du contenu à partir de ce qu'on lui donne. C'est elle qui simule l'intelligence à partir du contexte. Mais c'est vous qui avez le contexte. Donc l'intelligence réelle, la vraie. Vous savez ce qui compte, ce qui est sensible, ce qui doit être dit ou pas. Si vous ne le verbalisez pas, l'IA peut pas le deviner. Et forcément, elle est moins performante que vous. Et c'est là qu'il y a ce que j'appelle un glissement de valeur, c'est que l'intelligence artificielle va réaliser les tâches qui ne nécessitent pas beaucoup de contexte. Mais la valeur, elle est sur les petites décisions où il faut tout le contexte, sur les petits détails qui font la différence. C'est la loi de Pareto. 80% de la valeur finale vient de 20% de votre effort. L'IA fait les 80% restants, la structure, les tâches répétitives, et vous vous concentrez sur l'effort qui compte. Alors protégez le contexte de l'IA que vous utilisez et soyez conscient que c'est la clé pour de meilleurs résultats. Un autre petit secret, c'est le format des documents que vous utilisez. L'IA ne sait pas très bien lire les PDF. Donc quand vous lui envoyez des PDF de plusieurs dizaines de pages, vous la mettez déjà en difficulté avant qu'elle ait fait la tâche que vous souhaitiez qu'elle fasse. Si possible, donnez-lui à manger des fichiers plus digestes, des Excel ou CSV, des docs Word. Le Graal reste les fichiers Markdown qui sont optimisés pour la lecture par l'IA parce qu'ils sont très légers et que l'IA sait très bien utiliser. Et rien qu'avec cette petite astuce, vous pourrez gagner en performance rapidement. Et avant de conclure, je voulais vous parler des dangers de l'IA. Pas de cybersécurité, pas d'écologie, je vous parle d'un point de vue intellectuel, du danger cérébral que peut représenter l'IA. L'idée que je veux soulever, c'est celle de l'atrophie cognitive. On a tous fait l'expérience avec le scroll infini, on en a fait un épisode, avec le GPS aussi. Avant, on retenait les routes, on lisait une carte, on utilisait nos capacités de raisonnement pour se repérer. Maintenant, le GPS nous dit à droite dans 500 mètres. Et on ne sait plus aller quelque part sans ouvrir un GPS. Avec l'intelligence artificielle, c'est potentiellement la même chose, mais pour des compétences bien plus complexes, parce que ce sont des compétences de raisonnement. Si vous laissez Claude rédiger votre documentation sans jamais comprendre ce que vous documentez, au bout d'un moment, vous perdez la capacité à le faire vous-même. Vous ne mémorisez plus ce que vous avez rédigé, vous ne connaissez plus votre projet aussi bien qu'avant. Et pire, vous perdez la capacité à détecter quand l'IA se plante. Parce que c'est ça le vrai piège. L'intelligence artificielle hallucine. Elle invente des choses avec beaucoup d'assurance. Elle peut vous pondre un rapport techniquement parfait sur le plan du format, mais complètement à côté de la réalité métier. Si vous ne connaissez pas votre sujet, vous ne voyez pas l'erreur. Vous validez, vous envoyez quelque chose de faux à vos collègues, à vos clients, avec une belle mise en forme, certes, mais c'est là que réside tout le danger. Ce qui veut dire que l'intelligence artificielle ne remplace pas la compétence, elle l'amplifie. Elle rend les bons encore meilleurs et elle rend les mauvais encore plus visibles. Quelqu'un qui ne comprend pas son métier et qui utilise l'intelligence artificielle va produire des erreurs à grande vitesse. Quelqu'un qui comprend son métier va produire de la valeur à grande vitesse. Ça soulève une vraie question. Est-ce qu'on doit encore apprendre les choses en profondeur si l'IA peut les faire à notre place ? On lève des barrières, on n'est plus obligé de savoir coder pour sortir un site, plus obligé de bien rédiger pour sortir un rapport. Mais moi, je pense qu'il faut toujours apprendre les choses en profondeur, même peut-être différemment. Il faut comprendre les concepts, les contextes, les choix qui doivent être faits. Il y a peut-être moins de mémorisation pure qui est nécessaire, mais beaucoup plus de jugement critique, moins de savoir-faire, plus de capacité d'évaluation et d'esprit critique. C'est une autre forme d'intelligence, un petit peu différente, et on ne sait pas encore très bien comment la cultiver, ni ce que ça donnera sur une génération entière qui aura grandi avec ces outils. C'est peut-être la vraie question de fond que pose l'IA.
Pas est-ce qu'elle va nous remplacer au travail, et cetera, mais est-ce qu'elle va changer ce qu'on est capable de penser et comment on est capable de penser? Il y a déjà des études qui sortent sur le fait que l'utilisation de l'IA réduirait le quotient intellectuel. Est-ce que c'est généralisé? Est-ce que c'est définitif? Est-ce qu'il y a des façons d'utiliser l'intelligence artificielle qui permettraient de prendre le bon et pas le mauvais de l'outil? On n'a pas encore les réponses. Pour moi, ça pose la question d'utiliser l'IA en pleine conscience, de conscientiser le fait qu'on a besoin d'apprentissage et de volontairement se donner le temps d'apprendre un sujet avant de passer à l'automatisation, avant de passer à la vitesse supérieure. Et ça, c'est très important. Pour conclure et résumer un petit peu ce que j'ai dit, si vous ne vous êtes pas encore mis à l'intelligence artificielle ou si vous vous y êtes mis et que vous avez été déçu, la période actuelle, c'est vraiment la bonne période pour passer à la vitesse supérieure. Il y a eu des progrès majeurs, l'IA est plus pertinente que jamais pour le travail qu'on en fait. Moi, j'utilise Claude et je le recommande énormément si vous faites de la bureautique, si vous avez des rapports à faire, si vous travaillez sur Excel, Word, PowerPoint. Libérez-vous du temps pour ce que vous faites vraiment bien. Vous savez penser, arbitrer, décider, créer. Vous n'êtes pas fait pour faire des tâches répétitives sans valeur ajoutée. Et peu importe l'outil, ce qui fera la différence, c'est votre capacité à donner le bon contexte, à utiliser les bons outils, les skills, les MCP, donc les connecteurs. Maintenant que vous connaissez les termes, et à prendre du recul sur ce que vous faites au jour le jour pour identifier ce qui n'a pas de valeur ajoutée et ce qui a besoin de votre touche personnelle. C'est pas pour rien qu'Anthropic a appelé son IA Claude, il faut le voir un peu comme un collègue, quelqu'un à qui vous pouvez déléguer des choses en partant du principe que cette personne n'est pas vous, qu'elle n'a pas votre contexte. Et ce qui fera la différence, c'est votre capacité à lui donner le bon contexte et à bien relire pour qu'au fur et à mesure, l'intelligence artificielle soit plus précise dans son travail. Si vous voulez commencer demain, commencez simple. Prenez une tâche que vous faites régulièrement, un mail récurrent, un compte rendu, une description de tâche. Essayez de la déléguer à Claude. Donnez-lui du contexte, volontairement. Regardez ce qu'il produit. Corrigez, enrichissez, faites-en un skill, faites-en une compétence. Et observez combien de temps vous venez de gagner. C'est comme ça que ça commence. Pas avec une révolution, mais plutôt une tâche après l'autre. Et au fur et à mesure, vous aurez des résultats. La vraie question finalement, ce n'est pas quand est-ce que l'IA va vous remplacer, c'est qu'est-ce que vous ferez du temps que vous aurez gagné en utilisant l'intelligence artificielle. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez des cas d'usage qui vous ont bluffé aussi avec l'IA, partagez-les, ça nous inspire. Si cet épisode vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mettez-nous 5 étoiles, abonnez-vous, activez les notifications pour voir les prochains épisodes et on continue de vous faire des épisodes qui vous apportent de la valeur. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite sur Inspiration Podcast. Inspiration.